Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Télégoël. Nous sommes le jeudi 15 février 2018. Mardi Gras est passé et vous pouvez ranger crêpières et déguisements et reprendre le sport pour devenir de véritables athlètes comme les champions que nous avons rencontrés mardi dernier au stade couvert de Liévin au meeting d'athlétisme des Hauts-de-France. Mais vous verrez, le territoire n'est pas que sportif avec l'appel à projet du Louvre-Lens-Vallée, les rencontres mini-entreprises, la dictée polar du Louvre-Lens, le salon My Green City, les mesures en faveur des collectivités territoriales, la police de sécurité et la déception des communes, les fermetures des magasins Carrefour Contact, le tifo de la Joconde au Stade Bollaert. Et il a pu profiter du Mardi Gras. Notre GRI Flavio est allé rendre visite à l'association Porte-Mine à Los-Angeles pour goûter quelques crêpes. N'oublions pas notre agenda et notre rubrique sport. A tout de suite sur Télégoël. Bonjour Nathalie. Bonjour Valérie. Alors Nathalie, l'aurons-nous, ne l'aurons-nous pas? En tout cas, les supporters lensois sont prêts à l'accueillir. Oui Valérie, nous le sommes tous, enfin on est tous prêts. En tout cas, les supporters lensois ont porté avec fierté samedi après-midi le tifo représentant la Joconde. Après le courrier du maire de Lens, Sylvain Robert, envoyé donc au président de la République pour le déplacement de Mona Lisa au Louvre-Lens, il n'a pas fallu attendre très longtemps pour que le public lensois se mobilise afin de soutenir cette initiative. Une initiative qui a d'ailleurs fait parler beaucoup d'elle. On écoute tout de suite quelques réactions au micro de Camille Tombré. Ah ouais, ça nous plairait, bah ouais. Bah oui, ce serait bien, mais je pense que ce sera pas... Je pense que ça se fera pas, non? Ça sera pas possible. Ouais. Macron, il voudra pas? Ouais. Ouais. Tu penses pas? Ouais, je pense pas, non. Trop importante, Mona Lisa? Ouais, bah ouais. Ça prouve que les supporters et tout le monde à Lens, dans la région, veulent que la Joconde arrive à Lens. C'est une bonne initiative, ça va prouver qu'on veut du transfert à Lens. Là, de toute façon, les supporters, c'est le spectacle. Il n'y a que ça ici à Lens en ce moment. Et est-ce que ça vous plairait, vous, que Mona Lisa elle soit au Louvre-Lens? Oui, bien sûr, oui. Vous pensez que ça aide, ce genre d'initiative? Bah ouais, tout à fait, oui, c'est un impact, c'est clair, oui. Ouais, je trouve que c'est assez important, quoi, parce que c'est quand même un gros élément. Voilà, quoi. Pour moi, c'est important. Culturellement, c'est important que ça vienne à Louvre-Lens? Ouais, je trouve. L'annonce par le PDG du groupe Carrefour, Alexandre Bompard, de la suppression de 2400 emplois inquiète les syndicats. À Salomine, mercredi dernier, le syndicat Force ouvrière a organisé une manifestation devant le Contact Marché de la commune pour exiger un retour au dialogue, comme l'explique Michel Engels, délégué national FO pour le groupe Carrefour France. Comme vous pouvez le voir ici, c'est l'Union départementale Force ouvrière du Pas-de-Calais qui est venue soutenir l'action des militants de Force ouvrière chez Carrefour Contact. Parce qu'aujourd'hui, les salariés de cette entreprise font l'objet d'une attaque sans précédent. Plus de 2200 salariés vont être licenciés très rapidement d'ici la fin du mois de juin. Et nous avons à négocier et trouver des solutions pour réduire l'impact de ce plan social et trouver des moyens supplémentaires pour aider les salariés et leurs familles qui vont être pris dans cette tourmente. C'est une première parce que là on est sur un plan social d'envergure qui va toucher des magasins éparpillés sur le territoire. Il y en a 67 dans la région ici, avec des salariés qui vont être et leurs familles qui vont être impactés de plein fouet par la perte de leur emploi. C'est difficile de trouver du travail et surtout en province quand on est difficile à reclasser, parce que Carrefour parle de reclasser les salariés, mais pour se reclasser il faut accepter des postes.
postes qui vont être distants parfois de 30 voire plus en termes de kilomètres et avec des moyens de transport qui vont accroître la difficulté pour les salariés et leurs familles. Carrefour a de l'argent, hein. Les actionnaires de cette entreprise ont beaucoup d'argent, 500 et quelques millions distribués l'année dernière aux actionnaires, notamment à des fortunes importantes en France. Et là, on va supprimer des emplois avec des gens avec des petits revenus. Non, ce n'est pas acceptable. On veut le dialogue, parce que bien évidemment, une entreprise se réorganise et on ne va pas mentir aux salariés en leur disant que tout va rester comme avant. C'est impossible. Par contre, des moyens doivent être donnés pour que socialement, des solutions soient trouvées et que, par exemple, pour les reclassements, il y ait des négociations soient faites pour que, notamment les moyens de formation, les moyens pour aider les salariés à trouver de nouveaux emplois dans cette entreprise ou ailleurs, c'est possible, mais il faut mettre de l'argent sur la table et du temps pour la négociation. Or, pour l'instant, l'entreprise n'ouvre pas le dialogue et ne veut pas discuter. Et ça, c'est la marque d'Alexandre Bompard. Hein. Il est arrivé avec une bande d'énarques au sein de cette entreprise et ils n'ont pas conscience de la réalité du travail dans notre entreprise, de ce qui se passe dans un magasin comme celui où nous sommes aujourd'hui ou tous ceux de la région. Donc croyez-moi, on ne va pas lâcher. Comme le dit la chanson, on ne lâche rien et nous allons être mobilisés et agir. Le 1er mars, nous serons tous à Massy. Au moins 2000 personnes vont venir à Massy pour dire à M. Bompard et à son équipe qu'on veut des solutions et que le social revienne dans cette entreprise. Mardi dernier, vous en avez tous entendu parler, le meeting international d'athlétisme reprenait du service avec son lot d'exploits, ses champions et son lot de déceptions également. Nos reporters sont allés difficilement mais habilement rencontrer quelques athlètes et quelques spectateurs. On reviendra plus longuement sur cet événement dans la rubrique sport de Fred Peter. Après le vote de la loi de finances pour 2018, Fabien Sudry, préfet du Pas-de-Calais, a présenté aux côtés de Marc Delgrande, secrétaire général de la préfecture, et Michel Roulet, directeur départemental des finances publiques, les mesures et dispositions en faveur des collectivités territoriales du Pas-de-Calais. L'enveloppe globale attribuée aux collectivités augmente de 300 millions cette année avec 48,11 milliards d'euros. La dotation globale de fonctionnement versée aux communes et aux intercommunalités ne subit donc pas de réduction. Compensation intégrale des recettes de la taxe d'habitation, soutien à l'investissement public local avec 1,8 milliard d'euros de dotation aux projets d'investissement portés par les collectivités locales. La dotation titre sécurisé réévaluée pour les communes, assurant l'enregistrement des demandes de carte nationale d'identité qui passe de 5 030 € à 8 580 € par an, sont quelques-unes des mesures mises en place. On écoute Fabien Sudry, préfet du Pas-de-Calais, nous parler de ces dotations pour 2018. Oui, la loi de finances pour 2018 prévoit, et c'est un élément finalement nouveau par rapport aux années précédentes, s'engage sur le maintien des dotations aux collectivités territoriales. Je le dis parce que j'entends parfois ici ou là le contraire. Et je précise que la loi de finances maintient les dotations au niveau de l'année dernière des collectivités locales, alors que dans les 4 années précédentes, ces dotations avaient baissé. La loi de finances s'applique dès à présent, donc les crédits sont votés sur le budget de l'État, et donc ça représente d'ailleurs sur le budget de l'État 1/5 du budget de l'État, les dotations aux collectivités locales, et une part significative de leurs ressources de l'ordre de 20 à 25%. Et puis par ailleurs, je précise aussi que les dotations de soutien d'investissement sont maintenues à un haut niveau, ce qui permettra d'encourager les équipements, les investissements des collectivités locales du Pas-de-Calais. Les dotations collectivités, il y en a de plusieurs natures. Certaines sont forfaitaires, sont liées généralement au nombre d'habitants, et certaines tiennent compte de critères socio-économiques qui prennent en compte la difficulté particulière de certains territoires par rapport à d'autres. Les communes urbaines, par exemple, concernées par des enjeux urbains, bénéficieront de dotations supplémentaires, dans la poursuite d'ailleurs de ce qui se faisait déjà depuis quelques années, destinées à compenser les charges particulières qu'elles ont. Et certaines communes rurales, c'est ce qu'on appelle la dotation de solidarité rurale, dans les territoires ruraux, bénéficieront également d'un effort supplémentaire qui est prévu dans la loi de finances.
Ce dimanche, la ville de Méricourt commémorait un triste anniversaire, celui de la catastrophe du 11 février 1958, date à laquelle 11 ouvriers mineurs de la fosse 4-5 Sud ont trouvé la mort suite à la rupture de l'arbre de treuil de la cage d'ascenseur. Les images de Florent Ledemazel. Il y a 60 ans, le 11 février 1958, 11 mineurs perdaient la vie dans la chute d'une cage à la fosse 4-5 Sud de Méricourt. 11 ouvriers, âgés de 20 à 49 ans, mouraient dans l'exercice de leur travail. Chaque année, Méricourt rend hommage à ces morts. Pour ne pas oublier ces femmes et ces hommes qui ont fait l'histoire de notre ville. Ça va bien parce que l'année prochaine, vous n'êtes plus là. Mais aussi pour se souvenir des raisons qui nous poussent à lutter, aujourd'hui, pour améliorer le sort des travailleurs. Le Louvre-Lens-Vallée lance un appel à projets. Entrepreneurs, artisans, designers, artistes ou encore passionnés du digital ou de la culture, vous pouvez candidater jusqu'au 21 mars prochain sur le site internet du Louvre-Lens-Vallée. Le cluster accompagne les lauréats selon leur projet sur une durée de 16 mois et investit près de 80 000 €. Un reportage signé Camille Tombré. Pour cette nouvelle année, le cluster Louvre-Lens-Vallée met en place un nouvel appel à projet. On l'a lancé donc depuis le 15 janvier, qui s'arrête le 21 mars. L'objectif, c'est que les entrepreneurs potentiels postulent en ligne sur notre site, donc www.louvrelentsvallée.com, et seront potentiellement sélectionnés pour être accompagnés au sein du cluster et donc décrocher une enveloppe financière. C'est à quelques pas du Louvre-Lens que le Louvre-Lens-Vallée s'est installé. Incubateur de start-up, cet accélérateur d'entreprise met l'innovation et les nouvelles technologies au service de la culture. Louvre-Lens-Vallée, c'est un cluster donc un cluster en anglais, ça veut dire une grappe, qui finalement fédère plusieurs porteurs de projets, ce qu'on appelle des entrepreneurs. Donc on est un incubateur, accélérateur des entreprises dans la culture. La culture chez nous, c'est très large. Ça va du musée en passant par la musique, l'audiovisuel, le tourisme, le design, l'architecture, valorisation du patrimoine, tout ce qui va permettre de valoriser la culture à travers l'angle innovation. L'innovation n'est pas juste digitale ou technologique, elle peut être aussi et surtout une innovation d'usage et c'est ce qu'on prône en tout cas ici. Il y a 2 programmes clés, incubation, accélération. Incubation, c'est un porteur de projet qui n'a pas encore créé sa boîte, donc son entreprise, et donc on est dans la phase en amont pour définir le projet, le modèle économique et l'accompagner au mieux. La phase d'accélération, elle, sert en tout cas à accélérer des entreprises déjà existantes qui peuvent aussi postuler en ligne à l'appel à projet ou alors des porteurs de projets qui ont du coup créé leur boîte et veulent accélérer leur croissance. Innover dans la culture, favoriser son accès, c'est le défi que s'est lancé François. On est axé surtout sur l'économie locale et la culture. J'ai donc décidé de porter un projet qui initialement s'appelait EcoCity, qui permettait de gagner des réductions en fait à travers des parcours thématiques. Et j'ai eu la chance de rencontrer une équipe formidable d'étudiants qui se sont appropriés le projet. Ils l'ont appelé Quaesita, donc l'étymologie du mot est recherche, quête en latin. Et ça nous permet de proposer donc toujours des parcours thématiques avec des bons de réduction, mais également la fidélisation client. Nous, l'objectif, c'est de recevoir des récompenses pour aller dépenser dans les commerces de proximité, tout en ayant accès à la culture, que ce soit pour les touristes ou pour les citoyens locaux. Un coup de pouce efficace et avantageux pour les jeunes entrepreneurs du bassin minier. Le cluster, c'est vraiment une chance de l'avoir sur Lens, parce que sinon, il faut se déplacer sur l'île, il faut aller un peu plus loin, et en plus de ça, les critères sont pas forcément les mêmes. Le gros avantage de ce cluster, c'est qu'il est ouvert à toute expérimentation, à tout objectif et à toute start-up, que ça soit axé sur l'art, sur l'économie, sur la culture, dans le numérique. Et ça apporte vraiment, ça tend vraiment la main de jeunes porteurs de projets comme moi qui veulent se développer. Samedi dernier, les amateurs d'orthographe se sont donné rendez-vous au Louvre-Lens pour une nouvelle dictée polar. Un reportage signé Camille Tombré. Les amateurs d'orthographe se sont réunis samedi au centre de ressources du Louvre-Lens pour une dictée polar. En partenariat avec le salon du livre policier de la ville de Lens, les amateurs de la langue de Molière se sont retrouvés le temps d'une dictée bien corsée. À vos stylos, prêts,
Écrivez. Alors, une dictée polar, c'est la 5e édition déjà, que nous co-organisons avec le Furet du Nord, que je remercie, le Furet du Nord de Lens et son directeur Jocelyn Billet. Écoutez, c'est une dictée qui reprend un peu, pour ceux qui s'en souviennent, les plus anciens, on va dire, la dictée de Bernard Pivot. C'est-à-dire, c'est une dictée qui a pour but d'être ludique. Évidemment, on n'est pas ici pour donner des notes, donc l'idée, c'est de dédramatiser la dictée et l'orthographe, donc de s'amuser avec quelques pièges de la langue française qui sont parfois un peu retors, mais les gens en général aiment bien. Donc de le faire un peu avec humour, sans être complexé. Et puis si on fait des fautes, on est là pour faire des fautes et pour apprendre éventuellement une ou deux règles qu'on a oubliées ou qu'on n'a jamais su d'ailleurs, c'est possible, ou qu'on n'a pas apprises. L'an dernier c'était l'Angleterre, je crois. Donc j'avais fait un texte autour des auteurs de polar anglais, Agatha Christie, etc. Et cette année c'est sur le Sud. Donc cette année je suis parti sur les clichés qu'on a sur les gens du Sud. Voilà, donc les Marseillais, etc. Et à la fin, quand même, je ne pouvais pas éviter de comparer avec les clichés qu'on a sur les gens du Nord, sur les ch'tis. Il y a 3 parties, en fait. À la fin de la première partie, les juniors s'arrêtent. Donc, c'est un passage un petit peu plus facile, mais il y a quand même son lot de difficultés. Et ensuite, il y a une deuxième partie pour ce qu'on appelle les adultes. Et à la fin de cette deuxième partie, s'arrêtent les amateurs, donc c'est-à-dire les gens normaux. Et puis il y a une partie pour les anormaux, une partie un peu costaud pour les gens qui sont des champions d'orthographe, des profs de français, enfin des gens qui ont, ou des correcteurs, des gens qui ont un rapport un peu pointu à la langue française. Voilà. Et pour eux, il leur faut quand même des difficultés qui nourrissent un peu leur soif d'orthographe et de complexité. Accords des participes passés, consonnes doubles, grammaire, ponctuation, syntaxe. Tous ont tenté de relever le défi. Objectif 0 faute. Fort heureusement, les copies sont notées en positif. Impossible donc d'obtenir la tant redoutée bulle. Pour certains, la dictée polar était une toute nouvelle expérience. Pour d'autres, un véritable challenge. J'ai fait les 3 niveaux, oui. Je suis vraiment venue ici avec l'idée de tenter l'ensemble de la dictée. Le dernier difficile sur la syntaxe et sur les accords grammaticaux. Et puis sur certains aussi mots un peu patoisants qui ont été utilisés pour lesquels on n'a peut-être pas toujours la bonne orthographe. Mais bon, je verrai à la correction ce que ça donne. Et puis aussi sur quelques mots qu'on utilise dans le sud, comme la galéjade, j'ai pas su du tout l'orthographier, je verrai bien. C'est pour affronter trois adversaires. D'abord pour affronter les autres concurrents dans la salle. Ensuite pour affronter l'auteur de la dictée avec ses pièges. Il y a un jeu entre lui et moi, entre les autres et lui. Puis alors le troisième adversaire, le pire, moi-même, celui qui s'occupe de rajouter des fautes, celui qui hésite, qui fait de mauvais choix, qui sait écrire des mots mais qui ce jour-là oublie de savoir les écrire. Une dictée assassine de 24 lignes qui a encore une fois ravi petits et grands. Les lauréats de chaque catégorie pourront gagner un chèque cadeau de 60 € au Furet du Nord et se verront remettre un prix lors du salon du livre policier de Lens. Le maire de Lens, Sylvain Robert, et le maire de Salomine, Christian Pedowski, ont appris la semaine dernière la décision du ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, de ne pas retenir leur commune pour le déploiement du futur dispositif PSQ, police de sécurité au quotidien. Il s'agissait de doter les communes de moyens nouveaux, d'une articulation nouvelle avec l'ensemble des acteurs, police, justice, médiateurs, élus locaux, au plus proche des habitants. Compétences supplémentaires, carte d'identité, passeport, Pax, 120 000 fonctionnaires supprimés, fin des contrats aidés. Cette décision est une fois de plus considérée comme un abandon de l'État face aux difficultés des villes du bassin minier. Les élus du territoire sont en colère et espèrent obtenir le soutien des autres communes de l'agglomération. Organisation d'une entreprise, travail en équipe et gestion de projet, les élèves du territoire bénéficient désormais d'une approche adaptée au monde économique grâce à l'association EPA, Entreprendre pour apprendre. Celle-ci met en place des projets mini-entreprises avec un programme pédagogique de 60 heures répartis sur l'année scolaire et de la 6e au BTS. Les élèves travaillent sur leurs projets à l'école, mais aussi lors de rencontres comme celle organisée à la Maison de la Jeunesse de Lens, où les jeunes échangent et exposent sur leur travail. Un projet soutenu par la ville de Lens et son adjointe à la jeunesse, Nacera Vincent, qui s'est initiée au journalisme le temps d'une interview.
Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer en quelques mots le déroulé de ces journées, pour quel public, voilà. Alors nous sommes ici pour le programme Mini-entreprise, pour des collégiens et des lycéens qui ont mis en place cette année un projet de création d'entreprise à taille réelle, où ils doivent trouver une idée de création, une idée de produit qu'ils doivent développer et vendre durant l'année. Et cela concerne combien de lycées? Vous avez accueilli combien de... Alors chaque année, on a 12 000 jeunes sensibilisés et 30% des établissements scolaires sur la région. Ce matin, on a eu un premier groupe de collégiens et lycéens qui sont venus travailler leurs projets respectifs. Et cet après-midi, nous avons de nouveaux jeunes qui viennent travailler tout ce qui est processus commercial, argumentaire commercial et l'entretien avec un expert. Alors je vois que là il y a un podium et ça sert à quoi exactement? Comment ils font? Alors le but c'est que les jeunes travaillent aussi beaucoup l'oral. Donc en début de demi-journée on leur demande la présentation de leur projet et par la suite il y a des petits ateliers d'expression orale tout au long de l'après-midi. Il y a une évaluation qui est faite ou comment vous... Oui, tout à fait. On a un concours des mini-entreprises qui se passe mi-mai durant le festival d'initiative. Et donc les jeunes sont évalués sur différentes notions. Et le ressenti des jeunes alors? Le but pour nous c'est qu'ils travaillent en s'amusant et généralement ils s'éclatent tout au long de l'année et nous ce qu'on apprécie c'est quand on entend qu'ils ont découvert de nouvelles choses et qu'ils ont travaillé sans forcément s'en rendre compte. Habitat intelligent, économie circulaire, réseau connecté, difficile de s'y retrouver dans le monde d'aujourd'hui. C'est pourquoi la communauté d'agglomération de Lens-Liévin vous propose le 20 février prochain au Stade Couvert de Liévin le salon My Green City, un méga démonstrateur de la dynamique de la troisième révolution industrielle, Rêve 3. On écoute Jean-François Caron, un des instigateurs de ce salon. On organise une présentation avec des modules, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans des stands où on vous donne du papier glacé, on vous fait des démonstrations sur un lampadaire avec des LED pilotés par horloge astronomique, sur telle technique d'énergie renouvelable, sur les systèmes alimentaires, circuits courts qui sont au cœur de la transition énergétique. Enfin, il y a 8 types d'entrées thématiques. Et ce qu'on propose, c'est des visites, on prend les gens par la main et en 2 minutes chrono, on leur présente un certain nombre de solutions. Donc l'objectif, c'est les élus de nos communes, les services techniques, les services administratifs, c'est bien sûr les entreprises, soit parce qu'elles ont des choses à vendre dans ce domaine-là, dans le domaine du numérique et de l'énergie, soit parce qu'elles-mêmes, elles ont des recherches. Et je terminerai par un exemple. L'hôpital de Lens, ça va être 250 millions d'euros d'investissement. Est-ce que c'est des entreprises du territoire qui vont prendre ces marchés ou est-ce que ça va être des boîtes des Alpes-Maritimes, de Nice ou de Biarritz? Bon, pour ce faire, il faut qu'il y ait de la connexion entre les donneurs d'ordre, ceux qui vont dépenser de l'argent, programme en rue par exemple, ça va être beaucoup de financement, et les entreprises du territoire. Voilà, conclusion, ça intéresse les collectivités, ça intéresse les entreprises et ça intéresse aussi le grand public qui pourra venir découvrir toutes ces innovations qui sont à la pointe du XXIe siècle. Comme vous pourrez le voir, entreprises et acteurs publics de la région vous proposeront de découvrir leurs innovations et projets à travers des visites guidées sous forme de démonstrateurs grandeur nature. Nous sommes allés rencontrer le CD2E en avant-première sur leur site. Le CD2E est un pôle de l'éco-transition, un pôle d'excellence qui travaille au développement des éco-activités en région Hauts-de-France. Depuis cette année, on se recentre sur 3 axes stratégiques clairs, qui sont évidemment le bâtiment durable. Le CD2E, donc l'équipe du CD2E accompagne les professionnels, artisans, architectes à la compréhension de l'évolution des métiers et de l'éco-construction et au déploiement de l'éco-construction. Donc ça se voit physiquement par ici, par le théâtre de l'éco-construction où qui nous permet de sensibiliser énormément aux enjeux de ces filières. Le CD2E travaille également sur un deuxième axe qui est l'axe des énergies renouvelables. Les énergies renouvelables, donc solaires, thermiques, photovoltaïques, l'autoconsommation, comprendre ces enjeux-là pour mettre à disposition des données claires aux entreprises et entrepreneurs de la région pour massifier
et développer l'autoconsommation et le développement des énergies renouvelables. Le troisième champ d'action, et pas des moindres, c'est celui qu'on appelle aujourd'hui l'économie circulaire, qui rassemble l'ensemble de nos actions sur le recyclage, la valorisation matière, l'accompagnement à la création de filières de recyclage, notamment textile, filières de recyclage des déchets du BTP, mais également des secteurs encore plus pointus d'expertise, le recyclage des sédiments. Et enfin, l'économie circulaire, c'est aussi l'appréhension des impacts environnementaux sur l'ensemble d'un cycle de vie, d'un produit, d'un matériau, d'un service. Et en cela, le CD2E travaille avec sa plateforme Avenir à accompagner les professionnels. Donc là, ce sont des autres grandes entreprises ou des petites entreprises régionales comme Arc International pour les grandes ou GECO pour les plus petites, dans la meilleure compréhension de leurs impacts environnementaux, appréhension de ces impacts-là, pour ensuite chercher à les réduire. Le théâtre de l'éco-construction, qui d'ailleurs s'inspire d'initiatives menées en Allemagne, est un centre unique en région qui permet aux professionnels, artisans, étudiants de mieux comprendre les enjeux des nouveaux matériaux, comme ici la ouate de cellulose ou ici le chanvre. On a en fait cette opportunité, on donne l'opportunité aux professionnels et aux jeunes de voir, toucher et comprendre la transition en cours. Le CD2E, acteur de l'éco-transition, que vous retrouverez d'ailleurs sur le salon le 20 février prochain. N'hésitez pas et même précipitez-vous, entreprises et curieux, de nouveautés pour vivre cette révolution verte, la troisième révolution industrielle, en complète immersion au cœur des 80 démonstrations d'innovation qui vont rapidement transformer l'économie, les territoires et la vie des citoyens, comme le fait chaque jour le CD2E, présent sur ce salon avec de grandes ambitions. On écoute son directeur, Victor Ferreira. Quand on est une collectivité locale, qu'on soit élu ou bien responsable d'un service ou technicien, aujourd'hui, l'enjeu, il est plus de sensibiliser au développement durable. C'est pas ça le sujet. Aujourd'hui, la question, c'est comment je peux faire moi à mon niveau. Et ça, c'est le but de cet événement qui va être organisé. Il s'agit de donner les clés du passage à l'acte. Comment je fais sur les questions d'alimentation? Quels sont les exemples qui sont intéressants, sur lesquels je peux m'appuyer pour créer mon propre projet? Sur les questions d'alimentation, sur les questions de solaire, sur les questions de bâtiments, sur les questions d'économie circulaire et des déchets. 1000 sujets que doivent traiter les collectivités, qui sont souvent en première au niveau de non seulement des enjeux, mais aussi parce que quand les collectivités se bougent, ça permet de créer des filières, ça permet de faire autrement. Donc ils ont une responsabilité majeure sur ces questions-là. Je prends l'exemple du solaire. Aujourd'hui, dans la région, on est quasiment au point mort. Pourtant, il y a un potentiel aujourd'hui. Et pourtant, aujourd'hui, quand une collectivité investit, par exemple, pour mettre des panneaux solaires sur l'ensemble de ses bâtiments publics, elle gagne de l'argent. Alors pourquoi on ne le fait pas? Il y a un vrai enjeu et la question est de savoir, mais concrètement, comment je peux faire? Solidarité, rencontres, proximité, culture, bénévolat, développement durable, autant de sujets qui peuvent se résumer en 2 mots, Portemine. En effet, c'est le nom de la jeune association lossoise qui œuvre chaque jour avec ses bénévoles à faire vivre le quartier du 12-14 entre Lens et Los en Goële. Pour eux, chaque occasion est une excuse à la rencontre et donc Mardi Gras en était une, comme nous l'explique Elisa Assé, coordinatrice au sein de Portemine. Donc en fait, on est une association située dans la cité du 12-14 entre Los Angeles et Lens. On est une association du coup qui travaille autour du développement durable, des activités culturelles et autour d'un gros projet qui s'appelle le projet Autre part. Donc on organise des activités en fonction de ça. Tout est prétexte justement à créer la rencontre, à réactiver justement les solidarités et aussi les solidarités de voisinage par exemple. Et ça peut paraître un peu utopique, mais nous, on essaye de le réaliser, de le mettre en place. Et aujourd'hui, on mène un atelier, enfin un atelier, c'est pas vraiment un atelier, c'est plus un rendez-vous, donc c'est ce qu'on appelle les petits rendez-vous. Donc c'est plutôt
un petit exemple de ce que sera le café citoyen par la suite. Et donc on a agencé Porte 1000, enfin la salle, la grande salle de cette manière, justement dans le but d'accueillir des gens pour un temps convivial, d'échange et de partage autour d'une soirée crêpe avec des petites surprises à l'occasion de Mardi Gras. Alors pour l'instant on est entre 40 et 45 personnes inscrites. Après on s'attend toujours à ce que d'autres personnes viennent sans forcément s'inscrire ou appeler. Donc on fait beaucoup de crêpes ce soir. Ouais, c'est du fait maison, c'est totalement bio. La recette, faut demander à Marie parce que je sais pas trop. Alors tout est bio de préférence, de la farine, des œufs, du lait, de la bière forcément, et un surdosage d'amour. Ça, c'est la recette idéale. Ouais, moi aussi, j'aime bien faire des activités, du jardinage, du bricolage. Aujourd'hui, je suis venue manger des crêpes. Tu veux une crêpe? D'accord. Alors tu la veux à quoi, toi, ta crêpe? Au chocolat. C'est bien ça sent bien, hein, sur toi. Il nous revient en pleine forme comme chaque année avec un programme et une liste d'artistes impressionnants. Grégoire Thion est notre invité aujourd'hui et nous parlerons avec lui, vous l'aurez compris, du Festival des Enchanteurs qui aura lieu du 9 mars prochain au 20 avril. Bonjour Grégoire. Bonjour. Comment vas-tu? Très très Après bien. cette année d'absence, Tout à fait. loin de nous, tu nous as manqué, voilà. Je dois dire c'est réciproque? Oui, oui, bien sûr, naturellement. Alors, des grosses vedettes encore cette année pour le festival? Oui, 19e édition qui fait encore la part belle et aux têtes d'affiche et aux découvertes. Alors en tête d'affiche, on pourra parler des Fatal Picard par exemple, mais on a aussi Opium du Peuple, on a Gilles Caplan. Alors, qui n'est pas forcément une grande tête d'affiche, mais qui est une artiste moi, je me souviens, une artiste des années 80, je crois. Ouais, tout à fait, qui marque une certaine idée de la chanson. Donc, tout est à retrouver dans le programme. Et cette année, on fait aussi des petits pas de côté dans la programmation avec l'entrée de 2 dates jazz dans le Festival des Enchanteurs. Alors, Nathalie, tu as quelques chiffres à nous donner sur ce festival? Oui, on va commencer par 2000. C'est la date de la première édition du festival. Oui, tout à fait, qui se situait dans un peu plus d'une dizaine de villes. Voilà, le Festival des Enchanteurs naissait au début de ce millénaire. C'était une nouvelle initiative vraiment sur le territoire et voilà, 19 ans après, elle est encore là. 12, c'est le nombre de villes traversées par le festival à l'époque. Sur cette première édition, on allait jusqu'à Saint-Paul-sur-Ternoise à l'époque, qui participait au Festival des Enchanteurs. Donc depuis, il y a des villes qui sont restées sur toutes les éditions et il y a aussi des villes qui ont participé aux premières, aux deuxièmes, aux troisièmes et puis voilà, qui ont quitté le navire et puis qui reviendront peut-être dans les prochaines éditions. Et d'ailleurs, ça ne devait pas s'appeler les Enchanteurs au départ. Non, ça devait s'appeler les Enchantés. On a retrouvé la toute première affiche qui avait été faite pour le festival, mais ils se sont rendus compte qu'un autre festival existait déjà à cette époque-là sous ce nom-là. Et les premiers groupes de l'époque, c'était? C'était Alain Leprest, notamment, qui était là. Il y avait Presque Oui aussi, qu'on retrouvera cette année pour ses 20 ans de carrière. Il y avait les Martin City Queens. Donc, il y a beaucoup de groupes, quand on fait un petit coup d'œil dans le rétro, qui depuis ont disparu de la scène hexagonale musicale. Et certains se reforment. Voilà. On sait que les blaireaux qui ont participé au festival dans les premières éditions se reforment là cette année. Marcel, pareil, qui avait disparu, qui revient. Donc, on a des espoirs. Et chaque année, il y a un parrain? Alors non, pas chaque année. Il y a eu 4 parrains ou 5 parrains sur des éditions. En fait, les parrains, ça passe toujours par une rencontre avec un artiste ou un groupe. Et voilà, sur l'envie d'un projet, l'envie d'avoir un artiste en résidence. Là, ça fait quelques années qu'on n'a plus de parrain. Peut-être que pour la 20e, l'année prochaine, on retrouvera un parrain ou une marraine sur les Enchanteurs. Alors, on continue avec les chiffres. Si je vous dis 1370. C'est le nombre de spectateurs sur la première édition. Tout à fait. Ah ouais. Ouais. On était encore sur des toutes petites salles. À l'époque, droit de cité, c'était 5 salariés. Maintenant, on est 10. Et c'était déjà une logistique et un peu un exploit à mettre ça en place. Parce qu'il faut rappeler que le festival est itinérant. Ça veut dire que tous les soirs, on change de salle et on joue dans des salles qui ne sont pas des salles de concert. C'est des salles des fêtes, c'est des complexes sportifs. On jouait même avant dans un moulin à Angres, notamment, un ancien moulin.
Et aujourd'hui, le chiffre a bien évolué. Oui, on a atteint le record en 2014 avec 13 000 spectateurs, mais après, ça dépend toujours de la taille des salles qui nous accueillent. En 2014, on avait 3 ou 4 salles qui accueillaient plus de 2000 personnes. Là, cette année, par exemple, on est sur des salles beaucoup plus petites, entre 200 et 300 personnes qui peuvent être accueillies dans ces salles de concert-là. On a encore des grandes salles comme à Oudin, mais voilà, c'est pour ça que le nombre de spectateurs change d'une année sur l'autre. Est-ce que toutes les salles sont les mêmes ou est-ce qu'il y a des salles récurrentes qui, on sait que là, ça va être un carton, il va y avoir une ambiance super, ou est-ce que ça change chaque année? Ça change chaque année en fonction de la programmation. En fait, c'est les villes qui, en partenariat avec Droit de Cité, décident de la programmation. Donc forcément, quand on fait venir un artiste peut-être moins connu, il y aura peut-être moins de personnes dans la salle que l'année précédente où on avait fait venir une tête d'affiche. Mais après, la surprise et la découverte est toujours là, donc il y a toujours moyen d'avoir des surprises. Alors, on va terminer avec les chiffres, 320, 37 et 2012. Alors, 320. 320, c'est alors à la louche, parce qu'il y a peut-être des groupes qui sont passés en première partie qu'on a oubliés, mais c'est le nombre de groupes qui sont passés sur les enchanteurs, groupes et artistes. 17, c'est le nombre de concerts. 37. 37. Alors, 37, enquête, 37 c'est le nombre de villes que les enchanteurs ont traversées depuis la création. Bravo. Le quiz. Et 2012? 2012, c'est un événement exceptionnel. Un événement exceptionnel, je vous laisse le dire, je ne me permettrai pas de le faire. Nathalie, je te laisse l'annoncer. C'est l'arrivée de Monsieur Grégoire Thion à Droit de Cité. Exactement, tout à fait. Et aujourd'hui, on est ravis de t'accueillir ici. Moi de même. Alors, on est d'accord sur les chiffres, Grégoire? Oui. Est-ce que depuis la création du festival, ça a changé, beaucoup de choses ont changé? Notamment, il y a eu un moment où vous étiez dans les chapiteaux des salles? On a eu des éditions sous chapiteaux. On avait 3-4 chapiteaux sur l'édition. On a eu aussi des villes qui voulaient accueillir un grand groupe mais qui n'avaient pas l'infrastructure pour le faire. Et puis il y a d'autres villes qui avaient fait le choix du chapiteau parce que ça a aussi un côté beaucoup plus chaleureux. On peut penser à Oudin, par exemple, qui a accueilli un concert de la rue Quétanou sous la neige. Voilà, il y avait la neige qui tombait. On avait mis deux autres chapiteaux à l'extérieur pour y mettre les bars. Et 1500 personnes en dessous du chapiteau pour se réchauffer avec la rue Quétanou. Ça reste un des temps forts de ce festival. Mais oui, il y a plein d'histoires dans ce festival à raconter et il y en a encore à vivre sur cette 19e édition. Et après, il y a des habitués aussi. Oui, il y a des habitués. Gens qui reviennent depuis 5 années. Alors, on a des personnes qui sont là depuis la toute première édition, qui viennent, et puis on a toujours un noyau d'habitués de 400-500 personnes qui sont le cœur aussi de ce festival, parce que sans ces spectateurs-là, le festival n'existerait pas, et qui achètent le pass tout concert et qui viennent voir les 25, 26 ou 27 concerts qui se déroulent sur l'édition, en étant pareil toujours curieux. Des fois ils n'aiment pas, mais au moins ils ont eu la curiosité de venir, d'éteindre leur écran de télé, même s'il ne faut pas éteindre quand vous regardez Télégoël, bien entendu. Mais après vous m'éteignez. Vous regardez Télégoël, après vous éteignez, vous allez au festival. Vous allez au concert, voir des gens qui font de la musique en vrai, en live. Alors, comment et combien de temps on prépare un festival comme celui-là? Là, on prépare déjà la 20e édition, alors que la 19e n'a pas commencé, parce que c'est toute une architecture à mettre en place avec les villes, parce que Droit de Cité n'arrive pas dans une ville en disant tel jour il y aura un concert et ce sera ça. L'ADN de Droit de Cité, c'est de construire avec les villes, avec les partenaires. Donc il y a des villes qui souhaitent en parler d'une année sur l'autre pour que la programmation soit faite, parce que de plus en plus de villes ont aussi un programme culturel à l'année, donc ils veulent pouvoir l'annoncer dès le mois de juin. Et puis il y a des groupes, c'est difficile de les attraper et d'être un peu les seuls à les faire sur le territoire, donc il faut discuter avec eux très très tôt, c'est le travail de notre chargé de mission musique. Et puis voilà, les discussions avec les villes, parce que ça a aussi un coût, c'est une organisation. On est extrêmement soutenu par les services techniques dans les villes, par exemple, qui nous aident aussi à créer ces salles de spectacle éphémères, parce que Droit de Cité arrive le matin dans une salle des fêtes, à 8h du matin, ou même des fois plus tôt, pour qu'à 20h le même jour, le public qui rentre dans cette salle-là se dise et se sente dans une vraie salle de concert avec une technique professionnelle, avec voilà, tout ce qui est prêt. Donc c'est une grosse logistique derrière. Donc voilà, on est vraiment soutenu par toutes les villes et les partenaires. Est-ce que le festival est plutôt réservé à un public averti ou tout le monde peut y aller? Pas du tout. Tout le monde peut y aller, c'est extrêmement familial et en plus il y en a pour tous les styles. Si on prend cette année Francesca Solville qui chantait les chansons engagées sur les barricades en 68, qui était une amie de Jean Ferrat, ou Opium du Peuple qui ouvre le festival, où là c'est des reprises de la chanson française version punk avec
Guillaume qui, le plus généralement, termine sur scène quasi nu, en éructant ses chansons complètement fou. Voilà, on a un grand écart artistique, mais c'est ça aussi les enchanteurs. Cette année, on a de la musique du monde, on a du jazz, on a de la chanson, on a... voilà, vraiment, il y a plein de découvertes à faire. Il y en a pour tous les styles, tous les goûts, à des prix accessibles, toujours, et des fois au coin de la rue. On va faire découvrir d'ailleurs un petit extrait de Francesca Solleville tout de suite sur Télégoël. Plus de guerre, plus d'obus dans les champs, je déplombe mes tours de chant. La belle vie ou la vie belle, je descends à bonne nouvelle. À partir de dorénavant, je fais mes emplettes au printemps, des rires à la place des pleurs, des fleurs sur mes fusils, des fleurs. Puisqu'il faut sacrifier au rite, je refeuille les marguerites, ou mieux quelques margaritas. Dolce vita. Plus de soucis, plus rien, plus de serments. Une artiste donc française, on n'a peut-être pas l'habitude de voir. On n'a pas l'habitude de voir, oui, qui fait partie un peu de cette génération des chanteurs engagés des années 60, qui ont continué durant des années ce combat-là aussi à travers la chanson. C'est une amie de Ferrat, c'est une amie de Leprest, elle a aussi chanté Ferré, elle a chanté des auteurs engagés, et elle a toujours cette force-là sur scène. C'est un peu un événement de l'accueillir sur les enchanteurs. C'est une grande dame et nous, ça nous fait vraiment très très plaisir. Et on invite les gens à être curieux. Je pense qu'on va se faire tout petit. Oui, c'est ça. L'équipe des enchanteurs va se faire tout petit devant elle parce tout à fait. que c'est un monument cette dame. Et à côté de ça, tu disais tout à l'heure, il y a Opium du Peuple. Il y a Opium du Peuple qu'on réaccueille, où on est là sur quelque chose de beaucoup plus joyeux, généreux, beaucoup plus fou, pour vraiment une ouverture des enchanteurs comme on les aime à Beuvry, notamment dans cette nouvelle salle qui nous accueille depuis 3 ans maintenant. On écoute un petit extrait. Tout est sage dans le village, le lion est mort ce soir. Plus de rage, plus de carnage, le lion est mort ce soir. Donc ça, c'est un peu les premiers artistes du festival. Il y aura aussi Sergent Garcia qui est dans un autre style, plutôt reggae. Qui est plus sur le reggae, sur le raga, musique du monde. Il vient à la base des Ludwig van 88, qui était un groupe punk des années 80, et qui est parti sur un tout autre style. C'est un bourlingueur, c'est un voyageur, et là, il revient avec un nouveau set qui parle vraiment de ses voyages et de ses rencontres. On l'a accueilli une première fois aux Enchanteurs en 2004, donc ça fait 14 ans qu'il n'était pas venu. Et pareil, ça fait vraiment plaisir parce qu'on sait que c'est une soirée qui va être généreuse, extrêmement festive. On aura envie de danser, on aura envie vraiment de bouger. Et on l'accueille avec grand plaisir. On va écouter un petit peu ce que ça donne. Alors on a écouté ces 3 extraits, vraiment des styles différents sur ce festival, comme tous les ans. Oui. D'ailleurs, on va passer aux choses sérieuses, on va donner les dates, les horaires et le prix. Et le prix, c'est du 9 mars au 20 avril, c'est sur 25 villes. Et on va de Le Forêt jusqu'à Marles-les-Mines, Bruay et Béthune. Et donc les prix, c'est en tarif pré-vente, ça va de 5 à 12 euros. C'est-à-dire si vous achetez votre place jusqu'à la veille du concert, vous avez 5, 9 ou 12 euros. Ce qui est des prix très accessibles. C'est aussi ça l'idée que défend Droit de Cité et les villes qui y adhèrent et les partenaires, c'est de rendre la culture accessible. Donc en plus aux Enchanteurs, par exemple si vous habitez Lens, vous pouvez sur les Enchanteurs voir 10 concerts à moins de 5 minutes de chez vous en voiture. Alors
le mieux c'est de prendre les transports en commun ou le vélo ou le covoiturage. Mais voilà, il y a possibilité de voir des choses avec des groupes qui vont vous surprendre. Je prends juste un exemple, à Noyelles-Godeau, on accueille Electro Deluxe. Electro Deluxe, c'est un des groupes phares du jazz, pop, swing, vraiment quelque chose de très très vivant, qui remplissent les scènes du monde entier, qui ont été nominés aux Victoires de la musique du jazz, qui ne correspond pas forcément à l'image que les gens se font des enchanteurs, mais vraiment venez à Noyelles-Godeau voir Electro Deluxe, c'est une très 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 belle découverte. Je pense qu'on va essayer de venir, hein, s'il y a encore des places. Il y en a encore. S'il y a encore des Il y en a places. encore et vous pouvez les acheter soit en appelant à droite cité au 03 21 49 21 21. J'adorerais faire, le numéro s'affiche en dessous. Voilà. Ou alors sur le site internet du festival www.festival-lesenchanteurs.com. Sur les communes aussi, on peut réserver ? Oui, il y a certaines communes qui ont aussi une billetterie. Méricourt, par exemple, en a une. Avion en a. Salomine aussi. Donc, vous pouvez aussi appeler les villes pour savoir s'ils vendent directement des places. Sinon, vous passez à droite cité. On est à Aix-Noulette et on vous offrira le café avec plaisir. Bon, pour terminer, qu'est-ce qu'on peut dire ? Que c'est un festival génial et qu'il ne faut surtout pas le manquer ? Oui. Je ne saurais dire mieux. Voilà. Non, que vraiment, c'est accessible à tous. Il y a aussi des dates auxquelles on peut venir en famille, notamment les footeurs de joie à avion. Notamment, voilà, il y a des concerts aussi le dimanche à 17h. Dans des villes comme Angres avec Manon Tanguy. Donc c'est vraiment ouvert à tout le monde. Soyez curieux, allez voir si vous voulez sur Internet certaines vidéos, mais surtout venez les voir en live, parce que des fois ça n'a rien à voir. Oui, c'est ce que j'allais dire. Voilà. En live, c'est totalement différent que d'écouter un album. Ou, Totalement. Les Fatal Picard, c'est très drôle sur un album. En live, c'est des fous furieux. Et c'est très drôle à voir. Voilà. Donc rendez-vous dans les 25 villes du 9 mars au 20 avril. Donc dans les 25 villes, et toi, rendez-vous fin mars pour venir nous faire un petit bilan de milieu de festival. Ouais. D'accord, ouais, on tout dit à comme fait. ça, rendez-vous fin mars. Rendez-vous fin mars. Bon, merci Grégoire. Merci et à vous. tout de suite, c'est notre enchanteur sportif. Lui, on retrouve tout de suite Fred Peter pour sa rubrique sport. Bonjour Fred, enchanté de t'avoir aujourd'hui sur le plateau. Bonjour Valérie, bonjour Nathalie. Bonjour Fred. Alors Fred, mardi soir, Liévin accueillait le grand meeting international des Hauts-de-France. Un retour attendu par beaucoup de monde dans notre région. 6 ans après sa dernière édition, le meeting a pris place dans une aréna stade couvert flambant neuve. Le public s'est déplacé en masse. Entre 4500 et 5000 spectateurs étaient présents dans les gradins. Et dans cette salle, il y avait aussi bien des jeunes que des moins jeunes, des passionnés de la première heure, mais également de jeunes amateurs. Alors qu'est-ce que ça vous fait de voir l'Arena Stade Couvert réouverte ce soir? Enfin réouvert le Stade Couvert parce que je pense que c'est la 30e année et qu'il a été fermé assez longtemps. Ça fait très plaisir, ça fait 5 ans que j'attendais parce que je suis un fan d'athlétisme. Je suis un passionné d'athlétisme et je pratique encore l'athlétisme régulièrement. Je trouve que c'est une très bonne chose qui va permettre de nouveau au niveau de la région d'apporter de l'animation, etc. C'est une bonne chose pour la ville et surtout pour le club d'athlétisme de la ville de Liévin. Ensuite, le meeting était numéro 1 auparavant, il va y redevenir, je le pense. Je pense que c'est bien pour attirer des personnes et pour faire marcher un peu la ville de Liévin. Et ça permettrait de faire beaucoup de choses pour cette ville au niveau économique. Quand vous replongez dans vos souvenirs, le meeting de l'Arena, c'était quoi? Il y avait Boubka, mais il y avait qui encore comme grand sportif? Il y avait Hicham Elguerouge, il y avait Gabriel Azabo par exemple. C'était le grand nom du demi-fond. Moi je suis assez demi-fond, donc grand nom du demi-fond, la perche Boubka. Après en français il y avait, j'ai oublié le nom un peu, il y avait Serge Elan qui était là entre autres. Je me rappelle du record du monde du saut à la perche d'Izimbaeva. Ensuite j'ai assisté au début de Christophe Lemaître quand il est venu ici et qu'il avait gagné le 60 mètres. Donc je l'ai rencontré au stade, et puis j'ai déjà rencontré aussi Vanessa Boslac de Stéphane Diagano et Muriel Urtis ici au stade pendant les meetings. Vous êtes un grand fan d'athlétisme? Pas vraiment, mais bon, ce genre de... J'ai des admirateurs là. Mais c'était l'occasion de revoir un peu le stade, voir s'il y avait des changements, etc. quoi.
Je fais du foot, mais en fait, comme je fais des compétitions d'athlétisme avec la section, en fait, ils sélectionnent des filles pour faire l'athlétisme. Je devais courir, faire le relais, mais je suis pas en forme en ce moment. Et du coup, je viens juste regarder. Et vous vous attendez à avoir du grand spectacle ce soir? Ouais, j'espère, mais bon, il manque quelques stars, mais bon, j'espère que nos stars françaises vont exploser ce soir. J'espère voir des records tomber, etc., quoi. Notamment celui de Pierre-Ambroise Boss. Voilà, par exemple. J'espère voir en tout cas Pierre-Ambroise Boss être très performant, surtout. C'est pour ça qu'on est venu voir Boss. J'ai préparé d'ailleurs mon drapeau français pour l'encourager. Et voilà, il est prêt. Et voilà. J'ai même assisté au record d'Europe de Leslie John, ici sur 300 mètres. Et j'avais le drapeau français, je lui ai offert mon drapeau, il m'a offert son dossard. Donc je l'ai gardé chez moi précieusement. Voilà. On espère que vous allez décrocher d'autres dossards ce soir. Voilà, j'espère aussi. Et puis j'espère qu'on va passer un bon moment. Donc on est déjà venu les fois précédentes et c'est vrai que c'est super, il y a une super ambiance et on s'amuse et c'est très bien de voir des athlètes ici dans le Pas-de-Calais. Et parmi ces spectateurs, il y avait également plusieurs élus de notre région. Ils se réjouissent de la réouverture de l'Arena Stade Couvert et du retour du meeting liévinois. Ludovic Loquet, vice-président du département du Pas-de-Calais chargé des sports, Sylvain Robert, maire de Lens et président de la CAL, et Jean-Marie Petitpré, directeur général de l'Arena Stade Couvert, n'ont pas caché leur soulagement au micro de Christophe Billoir. Monsieur Petitpré, enfin la réouverture de l'Arena Stade Couvert. Oui, donc ça fait un plaisir immense parce que ça fait quelques années qu'on attendait le retour de l'athlétisme qui est l'essence du stade à l'origine et qui a été conçu pour ça, et de retrouver un grand meeting, c'est un réel bonheur. Un pur bonheur, sincèrement un pur bonheur pour le sportif que je suis, pour le vice-président du département en charge des sports. 5 années de fermeture, c'était 5 années de trop, évidemment. Nous avons travaillé d'arrache-pied avec le syndicat mixte de façon à ce que ça puisse se rouvrir le plus rapidement possible. Et quand la commission de sécurité nous a donné le feu vert le 24 avril de l'année dernière, eh bien nous étions ravis de pouvoir réimaginer évidemment des événements sportifs comme celui-ci et d'autres événements festifs, parce que cette enceinte, dans sa différente configuration, peut accueillir entre 5 000 et 14 000 personnes. Est-ce que pour vous, l'Arena Stade Couvert peut redevenir un pilier de la vie économique dans le bassin minier ou même sur le secteur lanciévin ? En tout cas, c'est une identité en termes de sportif qui est important pour un territoire. Quand on cherche des outils d'attractivité, on a besoin aussi de salles ou de stades qui nous permettent de donner et de marquer une différence. Le stade Bollard de Lellis a sa vocation et un public qui peut être accueilli de façon plus grande en nombre. On a eu il y a quelques années le concert de Johnny Hallyday, donc on peut avoir des grands concerts de ce type-là à Bollard de Lellis. On a des concerts indoor ici qui peuvent être réalisés ou des spectacles. Voilà, ça fait partie d'un attrait global pour un territoire. Est-ce que vous avez des souvenirs de grands meetings par le passé à l'Arena ou même de moments forts ? Ah oui, parce que je les ai tous vécus, donc les tout premiers, tous les athlètes dormaient à l'hébergement du CRAF à l'époque, donc c'était assez curieux, ça permettait des discussions avec les athlètes américains qui expliquaient leurs conditions d'entraînement, etc. Et plein de moments merveilleux. Et là, pendant quelques années, les athlètes étaient logés dans des hôtels à l'extérieur. Et là, pour la première fois cette année, les athlètes viennent à nouveau retrouver notre hébergement. Et ça a l'air de leur plaire dans la mesure où ils ont la salle où ils peuvent pratiquer immédiatement sans devoir changer de bâtiment ou avoir des problématiques de transport. Oui, des grands meetings d'athlétisme avec les records du monde qui étaient attendus quand il fallait aérer des moments le stade pour que la température rebaisse un peu. Ça, c'était assez marquant. C'était aussi en week-end, le dimanche, donc c'était beaucoup plus peut-être de monde et de facilité peut-être pour y accéder. Et puis le tournoi de foot en salle qui était peut-être un élément aussi assez mythique avec les équipes régionales qui venaient s'affronter sur un tournoi qui avait là aussi une belle réputation. Écoutez, les moments marquants à l'Arena Stade Couvert, c'est quand les records du monde ont été battus. Bruno Marie-Rose, quand il bat son record du 200 mètres. Voilà, ce sont des événements. Et puis, il y a un autre qui est tout récent. Je suis venu à un spectacle-concert de Chérie FM, qui était le tout premier spectacle après la rouverture. Voilà, c'était comme une renaissance. Et pour nous, c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel que dans ce territoire de la communauté d'agglomération et puis du département
département du Pas-de-Calais, nous puissions avoir ce type d'équipement qui revit. Parce que la ferveur que vous avez évoquée tout à l'heure, eh bien, elle est manifeste. Et je suis heureux de voir qu'à ce premier grand événement sportif, eh bien, le stade renaît, évidemment, puisque les 5000 personnes, et ce stade sera complet ce soir, pour le plus grand plaisir de l'ensemble des différents organisateurs et partenaires. Réorganiser le meeting de l'Arena Stade Couvert, ça vous a demandé du temps, ça vous a demandé beaucoup de moyens? Ça demande beaucoup de temps, ça a surtout demandé beaucoup de temps à tout le personnel de la Ligue et tous les organisateurs de la Ligue, parce qu'il est organisé en premier lieu par la Ligue, mais en appui avec toutes nos équipes, où ça fait quelques semaines où on travaille vraiment sur le sujet. Ça va être un grand spectacle parce que c'est une manifestation qui est attendue par tout le public, par tous les élus qui ont œuvré pour que le stade puisse réouvrir le plus vite possible. Donc ça va être vraiment un très grand moment pour tout le monde. Et si on regarde du côté de la piste, eh bien, il y a eu du spectacle. Andrew Fischer a battu le vétéran Kim Collins sur le 60 mètres. Almar Dos Santos a réalisé la meilleure performance de l'année en triple saut. Pareil pour Célémone Barregas sur le 3000 mètres. Enfin, Pierre-Ambroise Bosse n'a pas réussi à battre le record de France du 1000 mètres, mais il a terminé sa course en tête. Le jeune champion, connu pour son humour et son franc-parler, a régalé les Liévinois présents au stade. Il a même passé plusieurs minutes à signer des autographes après sa victoire. La région espère accueillir de nouveau de grands champions comme PAB lors des prochaines éditions du meeting. En tout cas, au micro de Télégoël, Pierre-Ambroise Bosse s'est montré taquin. Pour les prochaines semaines? Je vais peut-être faire les championnats de France, tiens. J'aime bien la couleur de mes pointes. Et ouais, je me vois bien me faire les championnats de France. Pour le petit jeune, il veut pas venir, il a peur de moi? Il peut pas passer. Je suis sûr que si. Merci. Sophie peut se faufiler. Sophie, merci pour lui. Ça va, gros? On reste à Liévin, mais cette fois-ci, on enfile les lunettes de plongée, Fred. Oui, Télégoël a rencontré le maire de la ville de Liévin, Laurent Duporge, qui a présenté la piscine Nautica. Il a notamment parlé de la prolongation du contrat qui lie Nautica à l'entreprise qui gère le site. C'est Henri Darras, qui était député maire de Liévin, qui a construit ce centre nautique qui a beaucoup évolué, puisque à l'époque en particulier, il y avait un bassin extérieur de 50 mètres qui effectivement aujourd'hui a disparu. Donc c'est déjà un centre nautique qui a un certain âge, c'est une vieille dame déjà quelque part, mais qui depuis de nombreuses années a toujours subi effectivement des liftings régulièrement et qui aujourd'hui, du fait de ces liftings réguliers, eh bien, est l'un des plus beaux centres nautiques de la région des Hauts-de-France. Nous ne sommes pas en régie municipale ici, c'est-à-dire que nous avons confié à une entreprise, à une société spécialisée dans l'exploitation des centres nautiques, la société Equalia. Nous lui avons reconfié, le conseil municipal de Liévin plus exactement, lui a reconfié la délégation de service public pour l'exploitation de ce centre nautique, cette fois-ci non pas pour 10 ans mais pour 5 ans, puisque désormais la réglementation, la loi, et c'est une bonne chose d'ailleurs, fixe cette durée limite à 5 ans et non plus à 10 ans. Et donc c'est la société Equalia qui effectivement, eh bien, depuis le 1er janvier de cette année, va exploiter de nouveau pour 5 ans le centre nautique de Liévin. Alors nous avons élaboré un cahier des charges très strict et surtout très ambitieux pour la société Equalia. Très strict parce qu'effectivement nous avons posé toute une série de conditions à cette société Equalia pour que ce centre nautique, la piscine, mais aussi le centre de remise en forme, rentre dans la modernité et dans l'innovation. Et nous sommes ici par exemple dans la salle de remise en forme où tous les appareils ont été changés et nous sommes rentrés dans l'ère numérique. Et sur la partie piscine, eh bien, nous avons confié effectivement à cette société Equalia aussi un certain nombre d'obligations et d'innovations. Et j'ai surtout aussi, parce que la piscine, il y a aussi des missions de service public. Derrière une piscine, il ne faut pas l'oublier. Et la mission de service public en particulier, c'est l'apprentissage de la natation pour les plus jeunes. Et nous avons donné pour obligation à la société Equalia d'encadrer effectivement les cours distribués aux scolaires. Et donc il y a désormais un maître nageur sauveteur qui encadre ces cours. Ce qui fait que tous les scolaires liévinois vont effectivement dorénavant pouvoir fréquenter le centre Equalia et surtout apprendre à nager dans des conditions réglementaires qui sont respectées. Nous contrôlons complètement
effectivement la société Equalia. Alors, nous la contrôlons au travers du cahier des charges qui a été élaboré, c'est-à-dire que nous avons donné à cette société les objectifs, les missions, les obligations qui sont celles de la société Equalia. Ensuite, effectivement, nous contrôlons si ce que nous lui avons confié est respecté. Et si cela n'est pas respecté, effectivement, il y a des pénalités qui sont prévues, des remises, des mises en garde, etc. Bien évidemment, et le contrat peut même être cassé s'il y avait véritablement rupture de ce cahier des charges. Donc oui, nous contrôlons complètement effectivement ce qui se fait dans ce centre Nautica, et effectivement, ce qui est unique d'ailleurs dans toute la région, c'est que le tarif ici à Nautica, alors que les ambitions, les missions sont montées de un cran, voire même de plusieurs crans, le tarif reste le même, parce que je pense bien évidemment au fait que la population de Liévin doit pouvoir continuer de fréquenter ce centre avec un tarif qui est effectivement un tarif extrêmement abordable. Et le centre Nautica, dans sa configuration, est le centre nautique le moins cher des Hauts-de-France, dans cette configuration, on va dire loisirs, nautisme, etc. En basket, Liévin continue de faire la course en tête. Victoire 81-70 pour le BCL qui a disposé d'Alfortville à la Halle Vézilier samedi dernier. Les Liévinois sont toujours leaders de leur championnat avec 16 victoires en 16 matchs. Le dauphin de Liévin-Cambrai se retrouve avec 6 points de retard. Les carabiniers de Billy-Montigny relèvent la tête. La défaite il y a 2 semaines sur le parquet de Villemomble avait fait beaucoup de mal aux Rouges et Blancs. Mais ce week-end, ils se sont retrouvés en battant 19-18 Compiègne à l'extérieur. Il n'y a pas eu beaucoup de buts lors de cette rencontre, mais le plus important, c'est la victoire. Et cette dernière permet aux Billysiens de gagner une place au classement. Ils se retrouvent 4e. Merci Fred, merci également à Christophe, ton caméraman, qui est allé avec toi au meeting d'athlétisme. Vous avez fait du bon boulot. On a eu de belles interviews. Bravo à Christophe également. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux résultats. Bien sûr. En attendant, vous avez besoin de connaître tout ce qui se passe sur votre territoire. On retrouve Nathalie pour l'agenda culturel. Nathalie, quel spectacle allons-nous pouvoir réserver ce week-end dans nos salles ? Eh bien, le principe d'Archimède à l'espace culturel Jean Ferrat pour commencer. Ce spectacle de la compagnie Grand Boucan sera ce vendredi 16 février à 20h30 à Avion pour la représentation de Joseph-Marie à Miro. Retrouvez-vous au sein d'une piscine municipale pour un thriller psychologique à l'architecture diabolique. De l'humour toujours, c'est à Grenay que ça se passe. Oui, du théâtre humoristique, plus exactement à la médiathèque L'Estaminet de Grenay, sera accueilli vendredi 16 février à 19h un septuor a cappella avec Parité mon cul. Une excellente soirée en perspective entre les petits chanteurs à la Croix de Bois et le carnaval de Dunkerque et surtout non loin de la Close Harmonie. Cette fois-ci, le théâtre et l'humour sont à Liévin. Oui, du théâtre et de l'humour encore et toujours le vendredi 16 février à 20h au Centre Arc-en-Ciel de Liévin. La compagnie La Belle Histoire sera sur les planches pour son spectacle Épinard et Porte Jartel 1. Suivez Bérangère qui souhaite reprendre les choses en main pour séduire et surprendre son mari. À Arnes, ils parleront à deux d'une même passion, mais pas des cravates. Vous les connaissez, Steven et Christopher, les jumeaux seront ce vendredi 16 février à 20h30 au Centre culturel Le Prévert à Arnes. À cette occasion, ils présenteront leur nouveau spectacle « On n'est pas là pour vendre les cravates ». Le Louvre-Lens nous surprend encore et toujours chaque semaine avec sa programmation. La scène du Louvre-Lens accueille une lecture récitale en musique en mer par Anne et Yann Kefelec également ce vendredi 16 février à 20h30. Une jolie proposition musicale qui fait écho à l'exposition Heures italiennes visible au Louvre-Lens jusqu'au 28 mai 2018. Et on termine cet agenda avec de la chanson française. Chanson française au rendez-vous pour le théâtre Le Colisée de Lens qui reçoit vendredi 16 février à 20h Albin de la Simone qui nous propose son nouvel album et 6e album Loin de nous. Décidément beaucoup à faire ce vendredi sur le territoire. Quelques petites sorties à ajouter Nathalie pour ce week-end ?
Oui, n'oubliez surtout pas le salon de l'habitat qui débute ce vendredi à 14h jusqu'à dimanche 19h dans les salons VIP du Stade Bollard de Lelys. Demain également le championnat de France d'athlétisme au Stade Couvert. Et n'oubliez pas vos musées, Lens 14-18, Arnes, Louvre-Lens qui sont ouverts les week-ends pour des rendez-vous en famille. Merci Nathalie pour ce bel agenda et on espère aussi que le beau temps va revenir pour aller se promener dans les nombreux parcs du territoire. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Retrouvez-nous nombreux en replay sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, YouTube et à bientôt sur Télégoël. Bye bye.